Alors, Christine Sautermester est professeure de lettres à Hambourg. Elle est le co-traducteur, si j'ai bien compris, de Casse-Pipe en allemand en 1977. Elle est spécialiste des problèmes de traduction. Elle travaille encore sur cette question des problèmes de traduction du français vers l'allemand et je pense aussi de l'allemand vers le français. Enfin, c'est une de vos spécialités. Vers le français surtout, oui. Oui, surtout de l'allemand vers le français. Et puis elle a écrit un livre tout à fait remarquable, édité par la Société d'études céliniennes, Céline vociférant ou l'art de l'injure. J'ajoute qu'elle participe très régulièrement à nos colloques et qu'elle communique pratiquement au cours de chacun de ces colloques et des communications toujours très remarquées. Voilà, vous avez la parole. Bon, je vais vous parler de la critique célinienne des années 1961 à 1985. C'est une critique qui va parcourir un chemin immense avec la découverte de nouveaux textes de l'écrivain, le développement d'études bio-bibliographiques et textuelles qui vont modifier la connaissance de l'auteur ainsi que son appréciation. La mort de Céline est relatée dans les journaux en même temps que celle d'Ernest Hemingway, ce qui donne lieu à des comparaisons entre les deux écrivains. La plupart des journaux allemands, puisque je suis entre deux chaises, Allemagne, France, je vais un peu vous parler de cette critique allemande. La plupart des journaux allemands, d'ailleurs, consacrent plus d'une page à l'auteur américain et un paragraphe seulement à Céline, ainsi le Zeit, qui est le grand hebdomadaire littéraire allemand, ce qui montre la conspiration du silence qui entoure en Allemagne l'écrivain français à cette époque. De manière générale, Céline est jugé à sa mort dans la presse française un écrivain unique, auteur avant tout de Voyage au bout de la nuit et personnages hors normes, avec insistance, selon le cas, sur le médecin des pauvres et misanthrope désespéré ou sur le salaud antisémite, monstre paranoïaque révoltant. On constate d'autre part dans les indications biographiques une foule d'inexactitudes comme enfance ouvrière, trépanation, communisme, puis fascisme, etc. Les premiers ouvrages publiés sur Céline au cours des années 60 sont avant tout des ouvrages hagiographiques qui tentent de mieux faire comprendre l'écrivain et ses dérives politiques. Ainsi, l'antisémitisme de Céline, chez Nicole de Brie-Panel, est dû principalement à son patriotisme. Chez Paul Vendôme, c'est un accident de vocabulaire. Le mot juif est un néologisme biscornus, une citation, équivalent du mot imbécile chez Bernanos. L'ouvrage de Marc Henrez s'en prend à la dégradation de l'image de l'écrivain et il a l'avantage de présenter une étude stylistique importante. En 1962, paraissent Voyage et Mort à crédit en Pléiade avec une introduction d'Henri Mondor, comme on l'a déjà dit. Cette parution qui répond au désir ardent de l'écrivain depuis 1955 est considérée comme un pas vers sa reconnaissance comme auteur classique. Elle est un peu éclipsée, en effet, dans la presse par le scandale allemand de Nord qui fait alors rage. Céline avait gardé dans cet ouvrage les noms des personnages réels tout en prenant beaucoup de liberté avec la réalité des faits. Ces personnes se sentent alors diffamées. Il s'ensuit un procès avec Gallimard qui devra changer les noms en 1964. En 1962, paraît également à la NRF l'étude de Jean-Pierre Richard, Nausées de Céline, la première d'une série sur l'imaginaire célinien. Les cahiers de Lerne, en 1963 et en 1965, sous la direction de Dominique Deroux, représentent un événement pionnier et restent encore aujourd'hui, ils ont été réédités en un volume, un ouvrage de référence essentiel pour l'étude de Céline. On y trouve en effet des textes de l'auteur comme L'Argot est né de la haine, L'agité du bocal, qui est le pamphlet réponse à Sartre, qu'il accusait d'avoir été payé par les Allemands, des témoignages de contemporains, quelques approches critiques, ainsi la première étude allemande sur le rappel chez Céline de Léo Spitzer. De même des documents biographiques nouveaux et une dizaine d'interprétations différentes de l'antisémitisme de Céline.
Dominique de Roux publie lui-même en 1966 La mort de Céline, qui reçoit le prix Combat. Dominique de Roux présente Céline comme une figure mythique représentative de la littérature moderne, un écrivain qui exprime la négation totale du statu quo, et il s'en prend à la critique littéraire de l'époque qui diabolise selon lui des auteurs comme Pound et Céline. Au cours de ces années 60, le corpus des textes céliniens s'élargit avec la publication de la suite de Guignol's Band, appelée alors Le Pont de Londres, en 1964 sous la direction de Robert Poulet, puis en 1969 par Rigaudon, grâce à François Gibault, qui complète d'un château l'autre et Nord. On parlera alors de la trilogie allemande, mais Rigaudon n'est pas encore vu dans sa complexité intertextuelle. Et les deux ouvrages, Guignol's Band et Rigaudon, sont d'abord assez mal reçus en général par la critique qui parle de rabâchage. Mentionnons encore l'édition de luxe de la publication des œuvres en 5 volumes de Balland tirés à 4000 exemplaires, pourvus d'annotations et de commentaires avec une préface de Marcel Aimé, qui a l'avantage d'offrir également des petits textes de Céline, jusque-là difficilement accessibles. Enfin, Céline fait l'objet d'un dossier du magazine littéraire en 1969, ce qui montre la place qu'il commence à prendre dans la littérature de l'époque. Ce dossier contient, entre autres, une collection de jugements de Céline sur les écrivains de son temps. C'est à ce moment-là que de jeunes auteurs comme Jean-Marie Gustave Leclésio dans Le Monde ou Patrick Modiano dans Le Figaro littéraire laissent tomber leur fameuse petite phrase qui fera alors sensation. Leclésio compare Céline à Rimbaud, Kafka et Joyce en disant « On ne peut pas ne pas lire Céline », une phrase alors souvent reprise par les critiques. La phrase de Modiano le sera moins. Le plus grand écrivain juif n'est pas juif, il est même antisémite, dit-il. Ces petites phrases sont peut-être le signe que l'opinion sur Céline est en train de changer. La preuve, par le contraire, a été livrée 4 ans plus tôt, en 1965, par le Nouvel Observateur, qui donne la parole à plusieurs écrivains sur Céline. Le titre de l'article est « Que faire avec Céline ?» Et à cette occasion, Georges Samprin déclarait que pour lui, la lecture de Céline, en raison de ses prises de position politiques, restait tabou. Si on fait un bilan de ces années 60, on dira que Céline paraît rallier le panthéon littéraire. De même, on progresse dans la connaissance de l'auteur et de l'œuvre, mais les problèmes politiques restent, et si génie il y a, c'est parce que l'écrivain est considéré avant tout comme auteur de voyage. La situation est déjà plus détendue à l'étranger, au Canada, aux États-Unis et en Italie, où s'écrivent les premières études universitaires. Ces études présentent certes une image particulière de Céline, celle d'un visionnaire, un poète, créateur de mythes et un barde de l'apocalypse moderne. Ainsi, Erika Estrovsky, qui a écrit sur Céline Voyant, la vision littéraire de Céline, Alan Sayer, qui trace l'évolution du monde de la folie et de l'hallucination chez Céline, The Novel as Delirium, et Philippe Stéphandet sur le miroir allégorique de Céline. Le livre du chercheur italien Paolo Carile est également tout un programme, Céline, un allucinato di genio. Auparavant, dans le numéro de 1968 de la revue milanaise I Veri, Céline figure parmi les auteurs qui ont radicalement changé l'écriture du roman moderne. Un petit mot sur l'Allemagne. L'Allemagne des années 60 n'a pas encore réglé ses comptes avec son passé et Céline évoque trop le Troisième Reich, son emphase et ses horreurs. Le goût littéraire de l'époque est tourné vers Hemingway, modèle de ceux qui constituent le groupe 47, qui est un groupe de jeunes écrivains qui rejettent tout langage émotionnel, accusés d'avoir déformé ou occulté la réalité, une condamnation qui s'affirme également dans le domaine universitaire lors du congrès des germanistes de 1966. Cependant, les années 60 en Allemagne sont importantes du point de vue de la traduction des œuvres céliniennes. Maura Credy reparaît en 1963 dans une traduction revue très succinctement
par Werner Böckenkamp. On ne connaît toujours pas le nom du premier traducteur à l'époque. La traduction de Nord paraît en 1969, mais après le scandale suscité par le procès en France et relaté abondamment dans la presse allemande, l'ouvrage ne fait que ressusciter les vieux jugements allemands sur Céline collaborateur, fasciste au style haché, qui crache sa rancœur et son dégoût de l'humanité et est incapable d'éprouver le moindre remords. Les années 70 représentent les années décisives en France pour la consécration après la reconnaissance de Céline et de son œuvre. Céline n'est plus seulement objet de débat dans les médias ou entre gens qui l'ont côtoyée et défendent sa mémoire. Céline entre, pour ainsi dire, à l'université, d'une part. D'autre part, c'est l'œuvre tout entière qui commence à être prise en compte et non plus seulement voyage et mort. L'analyse du fascisme et de Vichy permet les premiers essais sur les pamphlets et l'antisémitisme. Enfin, les publications biographiques se font de plus en plus précises et vont ainsi faciliter la recherche et l'étude des textes. La publication en Pléiade se poursuit avec le volume sur la trilogie allemande et les notices et annotations d'Henri Godard en 1974, et un critique du Point remarque « Maître Louis-Ferdinand Céline, dans une bibliothèque de la Pléiade, s'est empaqueté une éruption volcanique dans du papier rose bonbon ». Jean-Pierre Dauphin, qui est l'autre grand chercheur et rassembleur, si on peut dire, célinien de l'époque, fait paraître une chronologie bibliographique et critique célinienne, l'album Céline de la Pléiade avec une importante iconographie, également un florilège des critiques sur Céline, les critiques de notre temps et Céline. Ces études bibliographiques vont jouer un rôle important dans le renouvellement de la compréhension. De même, le premier tome de la biographie en 3 volumes de François Gibault, très détaillé avec ses recherches minutieuses, va permettre de rompre avec quelques mythes en faisant connaître l'archéologie de l'auteur, son milieu, ses fréquentations, et de mieux analyser la transposition célinienne de la réalité. Les volumes suivants paraîtront en 80 et 85. Frédéric Vitou publie une première monographie de Céline, puis un essai sur le chat Bébert. À l'université de Jussieu est fondée, grâce à Jean-Pierre Dauphin et Henri Godard, une bibliothèque Céline qui formera plus tard la base du Fonds Céline de l'IMEC. Tout Céline se définit comme un bulletin intérieur de cette bibliothèque, de même textes et documents. En 1975 a lieu le premier colloque international Céline à la Maison française d'Oxford. Les communications sont réparties selon 6 tables rondes dirigées par un ensemble de chercheurs internationaux, Henri Godard, Albert Chénaud de Lille, Philippe Almeras, un chercheur australien, Colin Nettlebeck, Daniel Rassel-Latin, belge, et Merlin Thomas, anglais. 1 an plus tard, le colloque aura lieu à l'École normale supérieure de filles, alors à Paris, sous la direction d'Henri Godard et de Jean-Pierre Dauphin. Colloque, bibliothèque, cela signifie une institutionnalisation de la recherche célinienne qui se concrétise encore en 1977 par la fondation de la Société d'études céliniennes. À cette époque, l'année 77, qui est considérée par les critiques comme l'année Céline du fait de l'abondance des publications et de l'institutionnalisation de l'auteur. À cette époque, Jean-Pierre Dauphin lance également plusieurs publications collectives, les Cahiers Céline, qui regroupent des documents céliniens, articles de journaux, interviews et essais médicaux. La Revue des Lettres modernes publie à partir de 1974 jusqu'en 1985 5 numéros consacrés à Céline avec des contributions de chercheurs sur le style, la poétique, 2 numéros sur Ferry, 1 sur la réception critique. En 1979 est créé à Bruxelles le bulletin célinien, une brochure mensuelle de célinien inconditionnel.
Durant ces années 70, on constate également un intérêt de théâtre pour Céline. L'Église, la pièce de 1927 qui annonce Voyage au bout de la nuit, est représentée en 1973. Une adaptation des Entretiens avec le professeur Y connaîtra en 1975 un grand succès qui sera repris en 1976 et 1981 sous le titre Interview. La pièce de Céline Progrès, écrite en 1927, qui contient déjà quelques éléments de Mort à crédit, sera publiée en 1978. On assiste d'autre part à cette époque à une véritable pléthore d'ouvrages universitaires critiques. Je vais essayer d'en grouper quelques-uns selon la thématique abordée. D'abord, quelques monographies qui sont venues principalement du monde anglophone, avec les ouvrages de Merlin Thomas, qui offre une introduction générale sur l'homme et l'œuvre, Patrick McCarthy, qui analyse les écrits de Céline dans leur contexte social, et Matthews, qui présente une interprétation critique des romans. La lecture thématique de Céline sur le modèle de Jean-Pierre Richard connaît une grande vogue dès la fin des années 60. Nous avons déjà mentionné la thèse de Philippe Stéphane Day sur l'allégorie et celle d'Alan Sayer sur le délire. Smith, dans La nuit de Louis-Ferdinand Céline, insiste sur le thème de la mort et de l'échec chez Céline. En France, on peut mentionner Denise Ebersold, qui, dans Céline, un démystificateur mythomane, explique Céline à partir de sa thèse de médecine sur Semmelweis, ce médecin méconnu et persécuté, inventeur de la fièvre puerpérale. Je placerai dans cette série l'étude de Frédéric Vitou, Misère et parole, qui traite de la parole célinienne considérée comme une prise de position sur la misère du monde, ou encore Marie-Christine Bellosta sur le Capharnaüm célinien ou la place des objets dans Mort à crédit. Une thèse allemande, celle de Günther Holthus sur Voyage au bout de la nuit, et avec son étude des images et de la récurrence de certains mots, par exemple la nuit, à la frontière entre littérature et linguistique. La créativité verbale et langagière de Céline explique le nombre important des approches linguistiques qui se poursuivront au-delà des années 80. Dans le domaine du lexique et de la grammaire, les chercheurs se recrutent à un niveau international. L'Amérique, avec les études d'Alphonse Juillan sur la morphologie verbale, le Canada, avec Yves Lacarrière, Céline et les mots, l'Allemagne, avec Bernhard Stegmüller sur le vocabulaire de Mort à crédit, la France, avec les articles de Catherine Vigneault-Rouerrinck sur le rappel et la reprise. J'insisterai ici particulièrement sur les recherches sur l'argot de Daniel Rassel-Latin en Belgique et sur celle d'Albert Chénaud, La langue sauvage de Louis-Ferdinand Céline de l'Université de Lille en 1974. Comme on sait, la rupture avec la langue littéraire chez Céline fait partie du choix esthétique, mais ces chercheurs montrent par ailleurs l'importance de la violence de l'argot en tant que principe d'énonciation du locuteur célinien. Daniel Rassel-Latin insiste sur la provocation et la pseudo-révolte que l'emploi de l'argot implique. À la frontière entre linguistique et psychanalyse se trouve la thèse d'Albert Chénaud qui montre comment s'exprime au niveau de la langue le conflit célinien entre le moi et les autres. Ces deux thèses annoncent déjà la parole du pamphlétaire. En même temps, elles dépassent le niveau lexico-grammatical pour aborder les problèmes d'énonciation. Albert Chénaud est également l'auteur d'une étude psychanalytique dans la lignée de Charles Moron sur un thème à son avis obsessionnel chez Céline, celui de la horde. C'est l'essai de psychocritique de Louis-Ferdinand Céline. Un autre essai de psychanalyse, mais celui-ci plus fidèlement freudien, est celui du Belge Willy Safran sur la relation d'objets chez Céline, en particulier la fixation anale chez l'auteur et ses personnages. Il reste à parler des interrogations sur les positions idéologiques de Céline liées à la discussion des intellectuels français sur le fascisme. Là, je citerai deux ouvrages.
D'abord la thèse de Jacqueline Morand sur les idées politiques de Louis-Ferdinand Céline et l'étude de Tarmo Kunas, Rieux-La Rochelle, Céline, Brasillac et la tentation fasciste, également de 1972. Tous deux démontrent que les prises de position de Céline ne peuvent être assimilées au fascisme. Je mentionnerai encore une étude intéressante de la fin de ces années 70. C'est une étude sociologique dans la perspective de l'école de Francfort, une thèse d'université allemande, celle d'Eva Förster, qui établit une cohésion entre les deux premiers ouvrages de Céline, Voyage et Mort, qui, selon elle, malgré une révolte qui reste sous-jacente, trahissent les rêves d'ascension et d'intégration sociale typiques de la petite bourgeoisie d'après 1914. C'est une thèse caractéristique de l'opinion de l'intelligentsia allemande sur Céline au cours de ces années 70 et 80, une intelligentsia qui se révolte contre l'inertie des pères pendant et après le nazisme et commence à discuter le passé. Déjà en 1972, un journaliste célèbre, Radatz, avait dans son essai sur Céline posé la question de la responsabilité politique de l'écrivain français. À la fin des années 70 et au cours des années 80, la réception célinienne allemande se fera violente et critiquera la réception française sur cet auteur. Le critique Hans Grössel publiera en 81 l'essai Auf der richtigen Seite stehen, c'est-à-dire être du bon côté, dans lequel il fait de Céline un opportuniste politique qui hurle avec les loups. Mais c'est d'autre part Hans Grössel, en tant qu'ancien lecteur des éditions Revolt, l'éditeur allemand de Céline, qui sera le premier à attirer l'attention sur l'anonymat du traducteur de Voyage et de Mort à crédit, ainsi que sur les amputations de la traduction allemande. Il me reste encore du temps? Non, pas de temps. Bon, alors je passe rapidement sur le groupe tel quel. Avec Julia Kristeva, qui prend au sérieux l'antisémitisme de Céline et qui essaie de présenter, c'est une étude psychanalytique, bon, je n'ai plus le temps d'en parler, qui présente Céline comme hautement représentative du XXe siècle et d'un état de crise du sujet dont il donne par sa langue poétique, en particulier l'emploi de l'argot et la segmentation de la syntaxe, une peinture visionnaire. Maintenant, Muret, dans son analyse sur Céline, invite à penser l'œuvre de Céline également comme un tout. Il voit en lui le représentant des problèmes du sujet de la modernité, entre autres la théorie de Muret qui recourt à des concepts psychanalytiques également, et que dans la négativité inhérente à la conception du monde chez Céline, les pamphlets représentent une chute dans la positivité. J'aborderai rapidement les années 85 maintenant. En 85, la discussion sur Céline n'est toujours pas terminée, mais les recherches peuvent se déployer dans toutes les directions. L'année 85 voit la publication d'un ensemble d'ouvrages importants, d'abord les textes préfigurateurs de Ferry, réunis par Henri Godard sous le titre « Maudit soupir pour une autre fois », un ouvrage essentiel pour l'étude génétique de l'œuvre d'après-guerre, parce qu'il contient des esquisses composées au Danemark qui annoncent aussi bien Ferry que certains passages de la trilogie allemande. Un autre ouvrage important, la bibliographie des écrits de Louis-Ferdinand Céline de Jean-Pierre Dauphin de Pascal Fouché. De même, François Gibault complète l'ensemble de sa biographie. Enfin, Poétique de Céline par Henri Godard constitue le couronnement des études sur la langue célinienne, poursuivi depuis 25 ans, mais on notera l'accent nouveau placé sur les niveaux d'énonciation et sur le plurivocalisme de Céline. Je vous remercie.